In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette nouvelle émission consacrée aux séries, consacrée à une collection sériale, qui consacrée aussi aux presses universitaires François Rabelais. On a déjà discuté avec pas mal d'intervenants qui ont écrit pour cette collection. Je pense à Frédéric Gay, avec qui on avait parlé de X-Files, ou plus récemment Pierre-Olivier Toulzao, qui nous avait parlé des coulisses, le backstage et les coulisses des séries musicales. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de comment on écrit une série télé. C'est pas très français comment je viens de le dire, mais c'est pas très clair. En tout cas, j'ai un maître de conférence avec moi, il a dit oui, il a validé, donc il n'y a pas de souci. Bonjour Florent Favard, comment allez-vous? Bien, et vous? Très très bien, je suis très content de discuter avec vous là-dessus. J'ai l'impression vous savez, il y a une espèce de puzzle, et plus j'avance avec vos confrères et consoeurs, plus je commence à identifier certaines choses, certains aspects de la série. Et je trouve que cette idée, cette collection, je le dis très souvent à chaque vidéo, c'est vraiment une idée importante, ingénieuse et fondamentale, et d'autant plus que ça vient de l'université, et on a tendance à croire qu'à l'université, il se passe des choses qui n'ont rien à voir avec le réel, alors que finalement, il se passe beaucoup de choses intéressantes, et on en a vu récemment les différents exemples. Donc, c'est un livre qui s'appelle tout simplement « Écrire une série télé ». La promesse d'un dénouement, c'est le sous-titre, ça on va en parler. Et puis il y a surtout un petit dessin et une boussole. Ça aussi, on va parler de cette boussole, c'est important, qui indique le nord, l'est, l'ouest, tout ça. Et c'est édité donc chez Presse Universitaire François Rabelais. Je tiens à saluer et remercier Pauline Réal qui m'a aidé à concevoir cette émission. Et vous retrouverez le lien dédié à ce livre pour vous le procurer dans le descriptif de cette page YouTube. Voilà, j'ai tout dit, on va directement à l'essentiel. La première question est très simple. Comment fait-on pour questionner et travailler une thématique simple, mais ô combien importante, parce que extrêmement vaste, à savoir qu'est-ce que l'écriture d'une série télé? C'est quoi écrire une série télé? Et ça donne des tiroirs et des tiroirs et des tiroirs de narration. Comment on fait? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a dans la tête pour pouvoir se poser et se dire qu'on va écrire là-dessus? Parce que c'est vraiment vaste, hein, c'est extrêmement vaste. Est-ce que ça vient d'une espèce de conférence? Comment ça s'est passé, cette idée-là? Oh, ça vient d'une passion d'abord, hein. Je pense que comme tous mes confrères et consoeurs, on est d'abord passionné par nos objets de recherche. On est sériphiles. Et il se trouve que spécifiquement, ce travail que qui a donné cet ouvrage vient d'une passion pour les séries qui tissaient une intrigue sur le long terme, les séries qu'on dit feuilletonnantes. Et ensuite, comment on en arrive là? On se pose des questions et on essaie d'identifier ce qui, notamment au niveau de la recherche française, manque encore peut-être ou est à approfondir. Et c'était le cas ici d'une approche plus, plus sensible peut-être de la narration sérielle, au-delà d'une vision qui serait limitée à sa division en épisodes et en saisons, division qui a d'abord des raisons économiques, et s'intéresser un peu plus justement à cette narration au long cours qui est devenue typique d'une grande partie des séries depuis les 20-30 dernières années. Qu'est-ce qui a évolué? Non, c'est pas ça. Pas qu'est-ce qui a évolué. La question est très simple. Ce serait est-ce que la notion même de série à la télévision a évolué depuis que la télévision est née? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Comment étaient perçues à l'époque les séries? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous intéressez surtout à partir de 1990 jusqu'à nos jours, avec quelques exemples de séries comme Game of Thrones, comme Lost, Battlestar aussi? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est passé quelque chose dans les années 80-90 qui a fait que la série a évolué autrement? Comment elle était à l'époque, avant, et qu'est-ce qui a fait qu'elle a évolué, cette série, la notion de série? Il y a plusieurs variables qu'on a tendance à isoler dans la recherche sur les séries. Les séries des premières décennies avaient tendance plutôt à être très, j'ai tendance à dire épisodiques, pour reprendre directement le mot anglais, c'est-à-dire des épisodes très indépendants. On a un rendez-vous hebdomadaire, mais chaque épisode raconte sa propre histoire
même avec un retour de personnage, mais sa propre histoire, et peut être vue indépendamment. Et ça a longtemps été la façon dont la télévision a plus ou moins fonctionné, même s'il y a quelques exceptions, j'en parle, hein, le Fugitif, très tôt, qui commence à tisser une quête sur le long cours. Mais il y a plusieurs variables qui ont fait que petit à petit, les séries ont pu se permettre de devenir plus feuilletonnantes. C'est notamment les rediffusions qui ont été mises en place au fur et à mesure des années, petit à petit, 60, 70, 80, aux États-Unis. Il y a aussi le magnétoscope, hein, qui a fait son entrée progressive dans les foyers, qui a permis d'enregistrer des épisodes et d'en voir plusieurs à la suite, de binge-watcher en un sens, avant l'heure. Après, on a eu, j'ai envie de dire, le dernier coup de marteau, c'est l'arrivée d'Internet. Et quand je parle de l'arrivée d'Internet, c'est dès les années 90. Hein, on est sur les groupes d'utilisateurs, avant même les forums, on commence à échanger. Et les communautés de fans qui pouvaient déjà être actives, qui échangeaient des connaissances, ont pu constituer petit à petit des encyclopédies. Et tout ça, ça permet de suivre des récits de plus en plus complexes. Et c'est ce qui a permis l'émergence, je dis bien c'est ce qui a permis l'émergence de séries plus complexes. Après, il y a une autre variable, c'est tout simplement une volonté des chaînes, et là je pars surtout encore du modèle états-unien, de monter en qualité, de monter en complexité, de proposer des choses qui dépassent la simple formule répétitive, et formule répétitive, ça n'est pas un mal, hein, il y a de très bonnes séries épisodiques, mais de chercher à aller plus loin, de fidéliser autrement, avec des récits au long cours qui, petit à petit, tissent une analogie avec le roman ou avec le cycle littéraire. Et ça, c'est lié à la mise en avant progressive des showrunners, les scénaristes en chef, qui vont, en réclamant leurs droits sur leurs histoires, s'imposer aussi en tant qu'auteur et en tant qu'autrice. Et ça participe aussi de la volonté des chaînes de se démarquer petit à petit, notamment les grands networks, les chaînes accessibles gratuitement aux États-Unis, qui voulaient se démarquer du câble. Le câble qui ne produisait pas encore de séries, mais très vite les grands networks se sont dit il faut qu'on se positionne, il faut qu'on aille un peu plus loin avec nos programmes fictionnels. Et le câble très vite est arrivé à structurer tout ça. Est-ce que chaque network ou chaque chaîne du câble, il y avait des répercussions éditorialistes sur les séries qu'elle produisait ou qu'elle diffusait? Oui. Et ça s'est même accéléré avec l'éparpillement du marché, en fait. Dès les années 80-90, l'arrivée de nombreuses chaînes du câble, il a fallu que les chaînes, pour conserver leur audience, se démarquent véritablement. Ils disent, nous sommes la chaîne de tel type de programme. C'est pour ça que, petit à petit, aujourd'hui, on se retrouve avec un paysage où, quand on est sériephile, et notamment quand on est fan de séries américaines, on sait identifier presque à l'œil une série NBC et la distinguer d'une série Fox. Il y a des sujets, il y a des ambiances, il y a des façons de mettre en œuvre les séries qui sont devenues typiques de chaque network, de chaque chaîne. Donc c'était un peu propre, c'est un peu similaire à ce que Hollywood a connu dans les années 20 et 30 avec une forme d'industrialisation. Chaque studio, par exemple, on savait que MGM, on allait voir des films à gros budget avec des décors luxueux. Universal, c'était plutôt les films d'horreur fantastiques. Enfin, je synthétise un peu grossièrement la situation, mais c'était donc il y avait de cela, c'est-à-dire qu'une série HBO, on sait à quoi s'en tenir. Ah ben, et surtout les chaînes du câble. Parce que les chaînes du câble, vraiment, c'était l'idée de viser des marchés de niche. Donc, on va vraiment avoir une identité très marquée. Par exemple, oui, HBO, les fameuses séries d'auteurs, je me permets de mettre des guillemets parce que c'est un concept avec lequel j'ai un peu de mal. Si vous avez lu le livre, vous le savez. Sci-fi, on va faire de la science-fiction. Bon, à un moment, on a fait du catch et de la télé-réalité, mais on refait de la science-fiction. L'idée, oui, vraiment, était de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel et éparpillé. Comment vous avez pensé la structure du livre? Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, il faut savoir qu'il y a 4 parties plus une 5e qui est la conclusion. Ce qui est très drôle, c'est que pour chaque partie, vous avez structuré le livre comme si c'était donc une série, donc par saison et par épisode. Il y a l'introduction, tout à fait normal. Puis vous orientez une série, c'est la partie 2. La partie 3, c'est un milieu sans fin. La partie 4, c'est des illusions du dénouement. Et bon, la partie 5, c'est la conclusion avec une espèce de règle circulaire. C'est que
dans la première partie, vous commencez le livre par une lettre et vous dites très justement, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans cette lettre, il faut attendre la fin. Et effectivement, il faut attendre la fin. Comment vous avez réfléchi je suis vraiment assez... Comment dire je suis assez fasciné par la manière que vous avez structuré votre livre. Surtout, vous parlez de quelque chose qui est extrêmement vaste. Et en lisant le livre, en voyant un peu la structure, on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pouvait l'imaginer. Oui. La structure du livre, finalement, s'inspire de la structure de la thèse sur laquelle il est basé. Ce livre m'a permis de publier, en un sens, de publier la thèse, de publier du moins ces morceaux les plus importants et de les remanier, de les mettre à jour aussi, puisque 4 ans se sont écoulés quand même entre la soutenance de ma thèse et la parution de ce livre. L'idée, dès la rédaction de la thèse, c'était effectivement comment on s'attaque à un morceau aussi énorme. Et là où certains de mes collègues, par exemple, se focalisent avec brio sur des bornes spécifiques, je sais que Vladimir Lifshitz, que peut-être vous croiserez un jour, se focalise sur le début. Ça y est, je l'ai croisé. Et justement, moi je disais, mais ce serait intéressant d'aller voir aussi le milieu, ce qui se passe au milieu de ces longues séries, et surtout celles qui prétendent se dérouler comme, et c'est ce que répètent beaucoup de scénaristes aujourd'hui, je pense à Damon Lindelof et Carlton Cuse, comme des récits avec un début, un milieu et une fin. Donc on a les 3 parties qui sont finalement les 3 phases standards du récit tel que l'envisageait déjà Aristote. C'est même, on est dans une vision peut-être un peu restrictive du récit, un certain canon. Et c'est autour de ça que j'ai structuré ma réflexion avec cette idée des débuts, comment on lance un récit en sachant qu'on promet un dénouement qui pourrait ne jamais advenir si la série est annulée du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe au milieu quand on est dans cette tension entre la volonté d'improviser, de continuer de produire des épisodes, et la volonté d'amener à une fin? Et qu'est-ce qui se passe enfin, justement, à la fin de la série? Comment on s'appuie sur tout ce travail qui a été mis en œuvre pour conclure une série et donner sens à tout le parcours narratif? Quand on parle d'une série de télé aujourd'hui, j'entends bien aujourd'hui et pas forcément depuis les années 80. À partir de quand pensez-vous, selon vous, vous le dites dans le livre, mais ça serait quelle série au début des années 90 qui aurait... Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment ou à un autre, la série a été revalorisée autrement et a été considérée comme quelque chose, je vais dire un mot horrible, mais une espèce d'un art adulte en quelque sorte? Ça serait avec quelle série? En France, on a tendance à citer notamment Hill Street Blues. Après, je sais que de mon côté, et au niveau science-fiction, forcément, on trouve aussi Babylon 5, pareil, dans les années 90, qui est un petit bijou, et qui, quand bien même aujourd'hui, tout le monde ne la connaît pas forcément, montre des ambitions qui dépassent largement tout ce qu'on pensait pouvoir faire à l'époque à la télévision. Et c'est là qu'on sent que, effectivement, il faut faire attention au jugement de valeur, mais on passe à autre chose. On sent que on va pouvoir trouver un équilibre entre, certes, les impératifs économiques de la narration sérielle et la volonté de créer quelque chose qui se tienne, qui est vraiment son unité, qui plus largement témoigne d'un projet esthétique, artistique. Quand vous dites la promesse d'un dénouement dans le sous-titre, pourquoi insister sur ça, sur le fait que ça peut être un dénouement, ça peut être une promesse? Pourquoi une série pourrait promettre quelque chose? Les séries promettent de manière générale beaucoup de choses. Ce qui m'intéressait justement, c'était cette promesse de dénouement, puisqu'elle elle semble antithétique avec l'état même de série, avec la forme même. Cette idée que promettre un dénouement sur le long terme, dire que on a 5 ans de récit sous le pied, alors que la série peut être annulée du jour au lendemain, ce paradoxe-là, que j'ai isolé vraiment dans les années 2000,
il me semble justement refléter toutes les renégociations esthétiques, narratives et économiques qui ont eu lieu dans le milieu des séries. Cette promesse de dénouement, c'est dire on va faire autre chose avec les séries que ce qu'on a eu l'habitude de faire jusque-là. On va pousser la forme dans ses retranchements et on va voir si justement on ne peut pas retrouver le frisson du cycle littéraire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette promesse de dénouement, ça n'est pas la seule grande tendance des années 2000, de ce fameux troisième ou quatrième âge d'or selon les classifications des séries. Mais je trouvais vraiment que c'était dans ce paradoxe, dans cette promesse absurde, que dans l'épisode pilote, on vous dise, ben voilà, on va déployer un récit, on vous promet qu'on sait à peu près où on va et que ça va durer 5 ans. Cette promesse absurde et paradoxale, pour moi, elle cristallise vraiment toute l'évolution des séries et surtout le tournant dans lequel elles sont engagées et qui s'est perpétué ensuite dans les années 2010. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée qu'il y a eu une période, on va dire les années 90, où peut-être le cinéma n'occupait plus la place qu'il avait occupée pendant un certain temps, et la série a pris le relais dans la manière de raconter juste une histoire, de savoir raconter une histoire. Oui. La série, est-ce qu'elle a pris le relais? Ça, c'est une très très vaste question et on continue de s'écharper un peu dessus avec les spécialistes en cinéma notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a peut-être proposé autre chose, quelque chose qui serait complémentaire du cinéma, quelque chose que le cinéma ne peut pas offrir et ne pourra jamais offrir. Et c'est ce que je dis parfois à mes étudiants en cinéma qui souvent haussent un sourcil dubitatif, mais je leur dis le cinéma est à la nouvelle ce que la série est au cycle littéraire. On n'est pas du tout dans la même longueur de récit, donc on n'est pas du tout dans le même engagement, on n'est pas du tout dans les mêmes formes esthétiques. On ne peut pas proposer ce qu'on fait dans les séries au cinéma, et notamment c'est cette relation à long terme avec les personnages, ce sont ces semaines passées à se demander ce qui va se passer dans le prochain épisode. Ça, le cinéma ne peut pas l'offrir, et ça ne veut pas dire que le cinéma est inférieur aux séries, il offre d'autres choses, mais on est arrivé aussi dans les années 90 et 2000 à un moment où, ça c'est plutôt les spécialistes des médias qui le disent, les anciens médias ne sont pas forcément entrés en concurrence avec le nouveau média, ils sont plutôt entrés en synergie. Et on va pouvoir trouver les formes de récit qui nous intéressent le plus sur le média dans lequel on choisit de s'investir. Alors, votre caméra s'est figée. Tout à fait. Et il n'y a plus d'image. Je vois ça, elle s'est refigée. Alors, tout simplement, on va faire exactement... Ou ça peut être de la radio, hein. Ça peut être aussi de la radio. On peut faire de la radio, c'est vrai, oui, les séries héritent beaucoup de la radio. Voilà. Mais profitons de l'image. Profitons de l'image. Le titre est très simple, vous me dites écrire une série, et moi j'aimerais bien savoir un petit peu, c'est écrit déjà directement dans la première partie, mais il y a différentes façons de se lancer dans l'écriture d'une série. Et alors il y a 2 questions. La première, c'est que quand on se lance et là j'entends bien une série comme vous les avez, par exemple prenons Babylon 5 et Game of Thrones, et je fais exprès de prendre 2 séries qui sont un peu antinomiques sur certains aspects. On est bien d'accord. Comment se passe le lancement, comment se passe l'écriture d'une série de ce genre? C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas si ça va s'arrêter au bout d'1 an. Comment cela se passe, comment on y travaille? Et ça, c'est ce qui diffère effectivement du cinéma. Vous parlez de cycle littéraire, où il y a un moment même, vous dites, il y a même un sous-chapitre qui dit la série est-elle un récit? Je trouve c'est une question intéressante. Comment cela se passe à ce moment-là? Pour répondre à votre question, et déjà sur le titre, écrire une série TV, qui m'a été conseillé par l'éditeur, et qui, et je le souligne, hein, ça n'est pas un manuel d'écriture à proprement parler, mais c'est un point de vue, une rétro-ingénierie
de l'écriture des séries télévisées, comment ont pu s'écrire ces séries. Et c'est une question, je vous l'avoue, qui continue de me hanter parce que, en termes de recherche, comment on peut être certain déjà des déclarations des scénaristes? Où s'arrête la dimension promotionnelle et où commencent les témoignages authentiques sur leur travail? Et ça, c'est difficile de le saisir comme ça, et notamment de saisir ce travail sur le long terme. Ce que je sais et ce que j'ai pu déterminer en mêlant ce que les scénaristes expliquaient et la narratologie, qui est la science du récit, c'est qu'on se situe principalement dans un régime de l'improvisation contrôlée. Et là, pour le coup, avant d'en venir à Babylon 5 et Game of Thrones, je pense instantanément à Lost, et Damon Lindelof qui dit à sa salle de scénaristes, par exemple à propos de la fameuse trappe en saison 1, J.J. Abrams, qui a co-créé la série, voulait que la trappe apparaisse dès l'épisode pilote. Damon Lindelof, il dit non, je veux que la trappe apparaisse, mais quand on saura ce qu'il y a en dessous. Et une fois qu'il trouve ce qu'il y a en dessous, la trappe n'est pas encore ouverte, mais on peut la faire apparaître. Il sait ce qu'il y a en dessous de la trappe, mais ça peut toujours changer. Il dit à ses scénaristes, ce sera ça tant qu'on n'aura pas trouvé mieux. Et je trouve que cette explication de Lindelof, finalement encapsule l'écriture de séries télévisées. Ce sera ça tant qu'on n'aura pas trouvé mieux, et tant qu'on ne s'est pas mis dans une impasse narrative qui nous oblige à aller vers tel point, on peut toujours changer de direction. D'où l'idée de plan qui est souvent avancée par les scénaristes, mais qui me semble difficile à mettre en œuvre à la lettre, puisque parfois le plan doit changer. Et Straczynski, lorsqu'il a créé Babylon 5 dans les années 90, lui, il envisageait vraiment une série sur 5 ans. Il a démarché les studios en disant ça, j'ai 5 saisons dans la poche. Je sais exactement ce qui va se passer. Il a écrit, j'ai envie de dire, 80-85% des épisodes. Mais lui aussi, même dans cette forme extrêmement préparée, il était conscient qu'il pouvait arriver des malheurs sur le plateau, des acteurs-actrices qui décident de partir, parfois pour des raisons assez complexes. Et il avait prévu ces portes de sortie pour les personnages, j'en parle un petit peu dans l'ouvrage, pour justifier le départ d'un acteur ou d'une actrice et rendre les départs du personnage correspondant cohérents. Donc il savait que tout pouvait arriver. À l'inverse, ce qui est intéressant avec Game of Thrones, c'est que Game of Thrones, les deux scénaristes avaient plus ou moins, là c'est plus juste un plan, ils avaient une avenue, tout leur était déjà, tout semblait déjà écrit. Au fur et à mesure des petites modifications en cascade, effet papillon, on se retrouve avec une série qui diffère des livres, et surtout cette accélération à la fin, on le sent une fois que et ils n'ont plus cette béquille qui était les livres, ils ne sont plus dans une logique d'adaptation depuis longtemps et se retrouvent à devoir inventer eux-mêmes, à devoir improviser en fonction d'un objectif plus ou moins déterminé avec Georges Martin. Et on a bien senti la différence en termes de rythme, en termes de peut-être aussi de qualité, c'est ce qui a été critiqué. Et là, on a vraiment deux extrêmes. Et en même temps, ces deux extrêmes se rejoignent par leur lien avec la forme littéraire. Parce que Game of Thrones est une adaptation d'un cycle littéraire, et parce que Babylon 5, pour le coup, Straczynski, sa source d'inspiration, ce sont les cycles littéraires de science-fiction. On a l'impression que dans Game of Thrones, pour paraphraser ce que vous disiez, tu es en train de dire, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas trouvé, ils n'ont jamais vraiment vu la trappe, eux, par exemple. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans Game of Thrones, et c'est même un peu bizarre, c'est que, je me permets une petite digression, mais c'est fascinant de voir des scénaristes qui vont travailler d'après quelque chose d'existant, et quand ils vont devancer cette chose-là, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est comme si c'était des bonus DVD, ils étaient représentés comme des espèces de bonus, en fait, comme ils n'ont pas participé à l'élaboration, à la création de cette ambiance, de ce rythme, de ces personnages. En fait, ils savent plus quoi faire et ils prennent pour le coup l'épisode en plein milieu et peut-être qu'il fallait qu'ils aient la trappe dès le départ pour pouvoir être stimulés. Et ce qui repose cette question de qu'est-ce qui peut être prévu dès le départ et à quel point cette chose prévue peut être éventuellement modifiable même spécifiquement. Et ça c'est une histoire de dynamique d'écriture.
Et le cas des... C'est pour ça d'ailleurs que je me suis... j'ai pas traité Game of Thrones, par exemple, dans l'ouvrage, enfin très peu, parce que c'est une adaptation, et donc elle ne pose pas les mêmes questions. Les séries qui sont des adaptations, il y a déjà plus ou moins un plan. Donc ce sont des questions différentes qui se posent, plus des questions de transfictionnalité, au sens où on propose une version alternative à partir d'une histoire au long cours qui a déjà plus ou moins été écrite, et à quel point on s'éloigne ou pas de cette trame. Et ça, c'est un autre cas qu'on a pu voir aussi dans l'univers des animés japonais, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes fan de Full Metal Alchemist. Je connais pas très bien. Je vois, mais non, j'ai jamais vu. Je connais pas très bien. Je maîtrise pas beaucoup. C'est une série intéressante puisque c'est une série de manga qui a eu 2 adaptations animées. Ouais. La première, alors que le manga était loin d'être terminé, et donc à un moment, la série animée a rattrapé le manga et a décidé de partir dans sa propre direction. Parce qu'elle savait que sinon elle allait devoir attendre le manga et créer des épisodes de remplissage, ces fameux épisodes de remplissage que détestent généralement les fans d'animé. Et la seconde série, elle, propose un récit différent parce que, à l'époque où elle a été conçue, le manga était quasiment terminé. Et donc on a 2 versions alternatives, 2 séries alternatives sur le même univers, mais qui sont dans 2 dynamiques complètement différentes. Et pour le coup, je trouve honnêtement que les deux se valent, mais on sent bien qu'elles ne sont pas du tout dans la même dynamique, au niveau de ce jeu sur l'écriture des possibles. Comment, vous parliez de rythme, comment le travail sur le rythme s'impose dans une série télé, en sachant qu'il y a un pôle de scénaristes? Comment ça se crée, ce rythme-là? Ce rythme, il se crée déjà de manière très différente suivant le type de plateforme et le pays. Le modèle typique, standard, et qui reste quand même assez fructueux, c'est le modèle américain de la salle d'écriture, où on écrit en flux tendu. On a toujours, on va dire, quelques semaines d'avance sur la diffusion des épisodes, mais on écrit dans l'urgence. Ce qui impose de diviser les tâches. Et c'est ça aussi la tâche d'un showrunner à l'américaine, c'est vraiment de répartir les tâches, de savoir qui écrit tel épisode et de vérifier l'avancement. Il y a un petit côté management de l'écriture. Alors que en France, on commence à mettre en place des salles d'écriture, mais on a encore tendance à laisser le ou les scénaristes écrire toute la saison tranquillement dans leur coin, avant de la mettre en production. Ce qui du coup, là encore, ça se sent au niveau de cette écriture, on sent justement ce rythme différent. On sent que il y a d'un côté une écriture qui s'autorise un petit côté palimpseste, des ratures, des corrections, et de l'autre une écriture qui peut-être entend être plus maîtrisée, parce qu'elle est pensée dès le début à l'échelle de tous les épisodes, de toute la saison, mais qui n'est pas sans avoir ses propres errements, et notamment cette impression parfois de mou en milieu de saison. On est face à souvent des saisons qui cherchent à se comporter presque comme de longs films, d'où la fameuse expression, on dit ça aussi des séries Netflix, ce sont des films de tant d'heures. C'est une expression qui a tendance à me perturber énormément. Puisque c'est divisé en épisodes, donc techniquement ce sont des séries, mais elles sont livrées dans un bloc, donc on est dans un brouillage des formes, et qui ces dernières années est en train de bousculer là encore l'écriture de séries. Me permettez-vous une digression par rapport à Netflix? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, et c'est intéressant Netflix quand même, c'est très très intéressant parce que au début de cet entretien, vous étiez en train d'évoquer le travail, le rythme, la notion de durée, c'est ce qui est fondamental dans une série. C'est la notion de durée. Voilà, comment la série va durer. D'ailleurs, même, vous en parlez dans le premier chapitre. Comment ça va durer tout cela? Chez Netflix, on a cette impression que ça n'est pas. On a l'impression qu'ils ne prennent pas en considération cette notion de durée qui n'a pas d'ambition artistique.
Généralement, la durée, il y a une ambition artistique dans le travail sur la durée, ou tout, ou avec la durée. Chez Netflix, on a cette impression qu'il y a un cahier des charges, il y a quelque chose qui doit être respecté, et on s'aperçoit finalement qu'une série qui fait 7, 8 épisodes aurait pu faire 2, 3 épisodes, mais carrément, vu qu'il y a quelque chose qui s'étire, et ça n'est plus lent, mais c'est long. La lenteur, c'est beau. La longueur, c'est très différent. Et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, sur le fait que finalement, alors que lorsqu'on voit des séries HBO, elles ne se ressemblent pas forcément. Mais ce que l'on sait, c'est que HBO a une idée de la vie, on va dire ça comme ça. Voilà, on va résumer. De la vie qui se retrouve dans les différents questionnements dans les séries qu'elle produit et diffuse. Alors que Netflix n'a pas forcément d'idée, ou alors elle est plutôt dans la longueur de quelque chose, et ça donne donc des séries qui sont pratiquement mort-nées finalement. C'est très troublant, et ça marche, ça fonctionne, et c'est énorme. Et j'ai l'impression que ça devient peut-être problématique. Parce que, alors, je suis désolé, parce que ça induit en erreur le spectateur, et ça va le formater à un moment ou à un autre. Et quand le spectateur se retrouvera devant une série un peu plus ambitieuse, il ne saura pas quoi faire. Je suis plutôt beaucoup d'accord. Ça fait partie de mes sujets de recherche d'ailleurs en ce moment. Il est certain que les séries Netflix sont en train de bousculer le format sériel. Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? On ne le sait pas. En tout cas, elles le bousculent. Et notamment, ça fait partie de mes recherches, mais je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avancer et à travailler dessus. C'est cette suppression de la notion d'épisode dans les séries Netflix, qui sont délivrées en un bloc et qui donnent cette impression de film de X heures. L'épisode n'a plus de valeur structurante. Et d'ailleurs, au début, je vous disais, moi, mon but, c'était d'aller au-delà de cette vision du récit sériel en termes d'unité, de compartiment. Néanmoins, on le sait, la forme a une influence sur le contenu et vice-versa. Et la disparition du statut d'épisode, de la fonction de l'épisode, ce chapitre qui est vu de manière hebdomadaire et qui va structurer le rythme du récit, la disparition de l'épisode fait qu'on se retrouve... Ça, c'est mon hypothèse. Hein. Cette sensation de longueur, c'est parce qu'il nous manque une unité fondamentale au milieu. On a les unités de base, qui sont les scènes. On a l'unité qu'est la saison, mais il nous manque une unité structurante au milieu, qui est l'épisode. Et sans cette unité, on se retrouve face à une forme qu'on ne sait pas encore maîtriser. Est-ce qu'on arrivera à la maîtriser? Peut-être. Peut-être que c'est là le nouveau standard de ce qu'on appellera dans 10-15 ans les séries télévisées. Ou peut-être que ça va se casser la figure. On le voit déjà avec Amazon et Disney+. On a même des critiques, je pense, de jeunes critiques. Et là, j'ai l'impression d'avoir 10 000 ans en disant ça. De jeunes critiques qui disent mais c'est formidable ces séries diffusées ces épisodes diffusés semaine après semaine. Oh, quelle invention formidable! Et forcément, quand on lit ça, on a un peu... Ouais, ok, d'accord. Ça fait juste 50, 60, 70 ans qu'on procède comme ça. On sait que ça marche. Netflix a tenté quelque chose et du coup on a presque l'impression que Disney+ et Amazon sont en train de réinventer la série en décidant de rediffuser de manière hebdomadaire, en séparant leurs épisodes. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est un modèle durable pour Netflix? Je ne sais pas, mais pour le moment, il me semble que c'est ce qui est principalement responsable de ces longueurs. Au-delà de la question de la quantité de matériaux narratifs, puisque déjà les saisons Netflix se sont réduites. Hein. Ouais. On était à la base sur le format du câble, 12 épisodes. Maintenant, on est plutôt sur du 8 épisodes, notamment pour les séries Marvel, ça a été le cas à un moment. Et mais c'est pas juste une question de matériaux, de manque. C'est qu'à un moment, il manque quelque chose pour structurer la progression. Il manque un certain rythme qui vient aussi de la structure. Il manque aussi le spectateur, je pense. Il manque le spectateur, finalement. Il manque la durée. Il y a la durée de la série et il y a la durée de la projection que doit respecter le spectateur. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez embarrassant, c'est que on n'accepte plus la durée que nous propose une série ou un film. Et donc, comme on veut aller très, très vite,
ça donne des situations extrêmement inconfortables. Et ça se répercute sur les séries. Vous évoquiez séries Marvel. C'est marrant que vous dites ça, les séries Marvel, parce qu'elles ont... Bon, j'ai un peu la réponse, donc je me permets de vous... Voilà, c'est une fausse question, plus ou moins, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, des séries Marvel par rapport à la structure du récit, par rapport à la manière de l'écriture et le rythme? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est encore sur le terrain de Netflix quand on parle de cela. Alors déjà, les séries Marvel, elles sont extrêmement différentes, puisqu'elles elles sont apparues sur plusieurs types de chaînes différentes. On a eu des grands networks avec Agents of S.H.I.E.L.D., dont je regrette la disparition, qui était très épisodique d'ailleurs au début. On a eu les séries Netflix, qui elles se cherchaient vraiment au niveau de cette quantité de matériel narratif et aussi de cette impression de lenteur, de ventre mou. Et aujourd'hui, on a les séries Disney+, qui, elles, redécouvrent cette division, cette diffusion hebdomadaire, tout en concevant, tout en allant plus loin dans la conception d'objets hybrides. Quand on regarde, alors Loki, bon, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour se prononcer, mais Falcon et le Winter Soldier, on est sur quelque chose qui, me semble-t-il d'ailleurs à la base devait être un film, et se structure, on a l'impression de voir les actes au fur et à mesure des épisodes. On voit un film. Et là, là encore, on est face à un objet qui a un rythme radicalement différent de ce qu'on proposait même il y a 5 ans. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on voit les séries se transformer sous nos yeux, et la pandémie et le passage au tout streaming n'ont pas aidé ou ont accéléré ce mouvement. Les séries sont en complète convergence avec les impératifs du cinéma. Et peut-être que la frontière se brouille, peut-être pas, ça reste à voir. Mais en tout cas, on est face à des objets qui sont, me semble-t-il, encore difficiles à définir. Je me risquerai pas à me prononcer sur les dernières séries Disney+, au prisme de ce que j'ai pu écrire sur les précédentes séries Marvel, par exemple. J'aimerais bien avoir du recul au moins sur que Loki soit complété et qu'on ait une idée du prototype que nous propose Disney. Mais je suis désolé et je vous promets encore 20 secondes et après j'arrête de vous embêter avec là-dessus. Je suis d'accord avec vous, il faut prendre le temps aussi, il faut prendre le recul pour pouvoir bien travailler, bien questionner la situation. Mais quand vous parlez d'actes, en fait, je me permets de me réapproprier ce début de pensée, mais en gros, ça veut dire qu'il y a d'habitude une série télé propose entre 2 actes quelque chose qui s'appelle tout simplement le temps, la durée, pour comprendre un personnage, pour le voir évoluer, pour s'ennuyer aussi de temps en temps. Il y a des épisodes où c'est très bien de s'ennuyer, alors qu'aujourd'hui, c'est plus des rebondissements, c'est une série de rebondissements. C'est ça en gros, donc, quand vous parliez d'actes. Mais oui, tout à fait. C'est notamment ça, c'est des actes au niveau de la saison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, hein, puisque même sur les grands networks, les différentes pauses, la pause de Noël par exemple, ces 10-15 dernières années a structuré ce qu'on appelle le final de mi-saison. Pour les séries diffusées de septembre à mai, on a un final juste avant Noël qui est censé nous donner envie de poursuivre après la pause. Donc on sent une structure, on la sent même dans les grandes séries de network. Mais cette structure me semblait être une structure propre aux séries, justement. Alors que, quand je regarde Falcon et le Winter Soldier, à l'échelle de la saison, je vois des actes qui pourraient être ceux d'un film. Et là, on n'est pas dans la même façon de concevoir le rythme à l'échelle de la saison, me semble-t-il. Il y a quelque chose qui diffère. C'est vrai. Dans la 4e partie, il y a, vous l'intitulez « Des illusions du dénouement ». Et il y a plusieurs exemples, dont un exemple extraordinaire et fameux pour celles et ceux qui ont connu Happy Days. C'est le fameux, alors vous le dites en français, jouer à ce requin, c'est Jump into Shark, c'est ça? Jump the Shark, ouais. Jump the Shark, qui est un épisode incroyable et qui annonce en fait le fait que avec le recul, on s'est aperçu que c'était la fin le déclin de la série. En fait, là où je veux en venir, c'est que il y a How I Met Your Mother avec le syndrome du parapluie jaune. Bon, il y a How I Met Your Mother d'un côté, et puis il y a Happy Days. Est-ce que, à un moment, les scénaristes
dans Happy Days, lorsqu'il y a cette séquence-là du saut requin, enfin un truc comme cela, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de tourner en rond et que c'est bientôt quelque chose qui peut s'annoncer comme une espèce de pas de déclin, mais ils sentent qu'ils tournent en rond, d'une part. Et pour How I Met Your Mother, est-ce que en allant dans l'éclatement du récit, ils savaient où aller à la fin? Est-ce qu'ils étaient sûrs de ce dénouement-là, ou ils étaient plutôt dans un espèce de documentaire, à savoir on va aller jusqu'à un point A, enfin un point B plutôt, mais on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer là-bas? Alors, je pourrais pas vous répondre avec certitude sur certains points. D'une part parce que je suis pas non plus spécialiste de la série Happy Days et de cette décennie-là, et aussi parce que ce sont deux décennies très différentes. Happy Days, me semble-t-il, est-ce que les scénaristes savaient qu'ils étaient en train de tourner en rond? Peut-être pas. On était à une époque où les producteurs, ceux qui n'avaient pas, disons ceux qui n'écrivaient pas, simplement ceux qui mettaient des sous, avaient une énorme influence et pouvaient dire il faut qu'on fasse de l'audience, donc il faut des choses extraordinaires. Et par exemple un saut par-dessus un requin. On n'est pas du tout dans la même configuration que dans How I Met Your Mother, où là on a deux scénaristes qui ont vraiment envie de raconter une histoire et ils savent plus ou moins comment elle est censée se terminer, puisqu'ils ont filmé notamment cette scène avec les enfants de Ted Mosby très longtemps à l'avance, avant que les acteurs, actrices, adolescents ne vieillissent trop. Donc ils savent plus ou moins où ils vont. Et eux sont dans le syndrome du parapluie jaune. C'est-à-dire qu'il y a cette tension entre vouloir arriver à une fin particulière et CBS qui leur dit oh, « ça marche tellement bien, produisez-nous une autre saison ». Et plus on retarde, plus on trouve cette tension entre promettre un dénouement et produire un maximum d'épisodes. Donc eux savent qu'ils sont en train de tourner en rond, mais pire, ils tournent en rond autour de l'aéroport. Et là, je reprends encore une métaphore de Lindelof. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un recul sur son travail assez incroyable. Lindelof, il explique ça dans Lost aussi. Hein. Il parle de cette idée que eux aussi dans Lost savaient à peu près où ils voulaient aller, sauf que ABC leur disait oh, mais on pourrait faire 10 saisons de Lost. Et donc, ils avaient cette impression d'être un avion qui tourne autour de l'aéroport, mais ne peut pas atterrir. Et c'est exactement ce qui se passe pour les scénaristes de How I Met Your Mother. C'est-à-dire, pas simplement l'impression de tourner en rond, de ne plus avoir d'idées, mais d'être empêché d'atterrir. Et là encore, c'est pas la même chose. C'est pas l'idée de se dire on va lancer un épisode avec un truc complètement incroyable et peut-être que ça va ramener l'audience et nous entre-temps on se fait confiance, on va trouver de nouvelles idées. Non, c'est plutôt l'idée d'un conflit, d'un véritable conflit là entre des intérêts économiques et des intérêts artistiques spécifiquement centrés sur la création d'une forme longue qui aurait son unité narrative. Donc, d'où ce paradoxe qui est à l'époque plus ou moins inédit dans l'histoire des séries, dans les années 2000, et qui se généralise. Comment ça serait la dernière question, mais j'ai pas envie qu'elle soit trop pessimiste. Mais je pense que nous sommes un peu de la même génération, donc par exemple Twin Peaks a été un moment très important, mais aujourd'hui, oui. C'est une question un peu basique ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'aujourd'hui on a toujours l'envie de raconter des histoires, réellement, dans les séries télé? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui ont envie de raconter des histoires. Et il ne faut pas forcément se laisser berner par les impératifs économiques qui sont typiques de l'industrie télévisuelle, des impératifs économiques, il y en a partout une fois qu'on veut lancer une œuvre sur le marché de l'art. Il y a des impératifs qui rentrent quand on veut publier un livre, l'éditeur nous dira oui mais ça m'intéresse pas parce que ça rentrera pas dans ma collection. Donc il y a cette idée je rebondis sur ça parce que cette idée d'avoir envie d'écrire des histoires, c'est une vision presque peut-être un peu romantique de l'écriture qui est aussi un métier. Il y aura toujours des gens, je pense, pour occuper ce métier. Ceci étant dit, il y a effectivement, et ça c'est peut-être mon côté un petit peu pessimiste, notamment de la part de Netflix,
des impératifs économiques qui me semblent petit à petit primer sur les impératifs artistiques, puisque Netflix veut d'abord du contenu. C'est pour ça que les séries ne durent pas. Ça ne les dérange pas d'avoir 3 saisons d'une série qui n'a même pas connu de conclusion, si c'était une série feuilletonnante, du moment que ça fait une nouvelle tuile dans la grille de contenu. Ça ne les dérange pas. Et lorsqu'ils mettent en avant un intérêt artistique à leur série, j'ai de plus en plus, mais ça c'est pas forcément le chercheur qui parle, hein, c'est plus le sériephile, je les sens de plus en plus hypocrites sur ces questions. Ah, nous on est là, on propose des séries innovantes. Est-ce qu'elles sont vraiment innovantes ou est-ce qu'elles sont taillées par un algorithme pour satisfaire un public en fonction des visionnages de telle ou telle série que vous avez déjà proposée? Et cette question, on se la pose depuis longtemps, hein, sur Netflix, même depuis House of Cards. Et il me semble que le problème pourrait venir de là. C'est-à-dire dans cet environnement toujours plus concurrentiel, où finalement on veut d'abord produire du contenu. Que va-t-il advenir de l'envie de raconter des histoires? Est-ce qu'elle va être douchée par les impératifs économiques ou est-ce qu'elle va survivre, s'accrocher, continuer de proposer des choses intéressantes? Et je dis ça sur Netflix, il y a des ovnis qui me semblent témoigner d'une envie de raconter des histoires originales et audacieuses. Malheureusement, ces ovnis ont très vite été annulés, mais je pense que la question est là. Comment vont évoluer les impératifs économiques de ces nouvelles plateformes? Et je crois que c'est pas anodin si vous avez écrit ce bouquin. À mon avis, il doit y avoir aussi un lien. C'est pas forcément anodin. En tout cas, merci beaucoup. J'imagine. Merci beaucoup, Florent Favard. Je répète, donc c'est écrire une série télé, une TV, pardon, La promesse d'un dénouement. Et c'est édité chez Presse Universitaire François Rabelais. Vous pouvez retrouver le lien sur la page dédiée à cet entretien. Merci beaucoup, énormément. Et puis, merci à vous. Et puis ça m'intéresse de savoir, parce que vous disiez dans l'entretien à un moment que vous étiez en train de travailler sur un autre aspect de la série. Pardon, j'ai complètement... c'était sur... ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si un jour vous écrivez un livre sur ces séries Marvel. Ça m'intéresserait de lire ça et de... Voilà, parce que je crois qu'il y a quelque chose aussi, dans 10-15 ans, il y aura quelque chose à dire peut-être là-dessus. C'est vrai que c'est pas si évident que ça, je veux bien le croire. Merci beaucoup, Florent Favard. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est à vous, bonne journée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.